On se souviendra de ceux qui commettent un crime, un jour de tous ces chasseurs de primes, et puis d'oublier la vie d'un homme extraordinaire. Bonjour les vilains, bonjour la plèbe, bonjour le petit peuple. Eh ben oui, voilà, on va essayer de se rappeler du nom de ceux qui ont fait l'aviation, ceux qui m'ont fait attraper ce fameux virus Avium Volante, qui n'a pas voulu voler comme ce beau Milan. C'est mon fifi, hein, je l'ai photographié ça quand un jour, il y a quelques années, déjà deux ou 3 ans, hein, voilà. Bien, alors, on va faire des... Aujourd'hui, ça ne s'adressera pas aux spécialistes de l'aviation, parce que les spécialistes m'énervent un petit peu, parce que, voilà, ils vont me dire, ouais, mais il n'avait pas 27 ans, il avait 28 ans, et puis c'était pas le modèle 40, mais le modèle 50. Alors, cette vidéo s'adresse uniquement aux novices, et puis à ceux qui voudraient éventuellement essayer de comprendre comment vole un avion, et puis comment ça a commencé. Voilà, ben ça a commencé. Alors, je m'en vais simplement vous montrer maintenant à partir... Je vais simplement vous donner des dates, hein, parce que après on s'en fichera un petit peu, hein, voilà. Donc, le premier, oh bah j'ai oublié, il y en a un autre là qui devrait passer, voilà. C'est le mythe d'Icare avec Dédale, donc il y a Dédale, c'était le père d'Icare. Ah, il ne veut pas y aller, si, voilà, on va le faire un petit peu, voilà. Il avait fabriqué un labyrinthe pour le roi Minos, et puis enfin, il y a eu des histoires. Enfin, lisez la mythologie, vous verrez. C'est une jolie histoire. Bien évidemment, n'importe qui peut comprendre que l'homme n'est pas fait pour voler, même si on lui colle des ailes avec du miel, si on lui colle des plumes. Son père lui avait dit vole pas trop bas à cause de l'humidité, vole pas trop haut à cause du soleil. Enfin, bref, c'est une jolie histoire, mais certainement que ça ne s'est pas passé comme ça. Hein. Non, voilà. Mais enfin, d'après la mythologie, il semblerait que, voilà, bon. C'est une jolie histoire, hein, Icare, bon, c'est le mythe d'Icare, bon, il est trop près du soleil. Après, nous avons Léonard de Vinci, qui lui a tout inventé, sauf qu'il n'avait pas le matériel d'aujourd'hui, hein, parce que s'il avait eu le matériel d'aujourd'hui, le monde aurait fait un sacré bond en avant. Hein. Donc 1470, Léonard de Vinci. Il a peint la Joconde au château d'Amboise, hein, il avait été invité par François Ier. Et ça a été à peu près son dernier travail, hein, la Joconde. Donc, mais il avait inventé ça, vous voyez, si on veut bien, le deltaplane. Hein. Ensuite, l'hélicoptère. Vous le voyez bien, j'essaie de vous l'agrandir un petit peu. Voilà, donc la base. Il avait pensé déjà qu'on pourrait visser quelque chose dans l'air. Bon, après ça s'est changé en pale et pour l'hélicoptère. Il a aussi inventé le parachute. Donc là, on voit très bien son dessin. Hein, et il a été fait après coup. Et ça fonctionne. Donc il avait raison. Il avait juste pas fait le trou en haut pour que l'air puisse s'échapper quand même un petit peu. Autrement, ça fait balancier. Hein. Voilà, donc, mais il avait quand même inventé le parachute. Oh, il a inventé le tank, il a inventé le costume de plongée, enfin beaucoup. Ben évidemment, vous voyez, les hommes après, ils ont volé un petit peu, hein, en mettant du tissu entre les jambes, entre les bras, etc. Le windsurf, ça c'est des follow. C'est le wingsuit, alors eux ils se lancent en bas les rochers et puis ils volent à peu près 200 km/h en rasant le sol, hein, mais bon, il y en a pas mal qui loupent leur truc et puis qui s'étiaffent, hein, mais bon. Ils cherchent l'adrénaline, ils cherchent la mort, ben ils la trouvent, hein, voilà. Mais bon, il paraît que ça offre des sensations, j'essayerai pas personnellement. Hein. Ben lui, il a réussi à traverser la Manche avec son petit machin à réaction, là, hein, c'est Frankie Zapata, voilà. Bon, ben vous voyez que l'on peut voler, mais pas avec des ailes, hein, pas avec des ailes.
Là, on a notre petit Suisse, là, c'est Yves Rossi, qui lui aussi s'est mis à voler, mais avec une aile sur le dos, vous voyez, avec des petits réacteurs, voilà. Yves Rossi, il a aussi fait pas mal de trucs, lui. C'est rigolo. Alors après, ben, il redescend en parachute. Hein. Ouais, voilà. Yves Rossi, Jetman. Ensuite, en 1891, nous avons Clément, enfin pardon, 1890, ouais, ça date, hein, 10 ans avant le début du siècle, Clément Ader, sur Éole. Alors il a volé entre 20, voilà, c'est une des seules photos qu'on a où on voit qu'il est en l'air. Hein. Donc il y avait un sillon sur le chemin et puis le sillon a disparu sur une vingtaine de mètres. Donc il a quand même volé. On peut considérer que c'est le premier vol d'un aéroplane. Hein. C'est Éole, voilà, c'est son avion qui ressemble plutôt à une chauve-souris avec un petit moteur de 20 chevaux qui pesait 51 kg en moteur à vapeur, qui faisait tourner ses hélices là. Voilà, il a fait un vol à peu près de 20 mètres. Voilà, une vue, vraiment ça ressemble à la chauve-souris de Léonard de Vinci. Hein. Ouais. 1891, ça c'est Otto Lilienthal, c'est un Allemand qui a, lui, inventé le planeur. Voilà, donc le planeur, c'est de nouveau à peu près le même dessin qu'au début que je vous ai montré de Léonard de Vinci. Hein. Bon, mais lui, il volait à quelques mètres des montagnes. Hein. Voilà, ça c'est une reconstitution d'un de ses appareils. Ça volait bien, hein, ça volait. Bon, ça planait, on va dire. Voilà, c'est bien pour ça qu'on appelait des planeurs. Otto Lilienthal, hein. Voilà, un autre modèle. Donc ça date de 1891. Hein. Voilà, encore un autre modèle de planeur, toujours de Lilienthal. 1899, les frères Wright, Orville et Wilbur Wright, ils avaient déjà fait une maquette en 1899 de leur avion. En 1900, ils ont fait leur premier vol sur 79 mètres, ce qui correspond à l'envergure d'un Airbus A380. Donc s'il avait décollé de l'aile gauche, il serait arrivé sur l'aile droite. Voilà, premier vol, 3 secondes. Ensuite, en 1903, sur Flyer, donc l'autre c'était Flyer 1, ça c'est Flyer 2. 1903, ils ont fait un premier vol en circuit fermé, à peu près d'un kilomètre. En 1905, toujours les frères Wright, si j'arrive voilà. Sur Flyer 3, ouais, il était déjà un petit peu plus élaboré. Alors eux, ils ont là fait un vol de 39 minutes avec un virage. Faut expliquer que à l'époque, c'est des avions 2 axes. Je vais vous le montrer avec la main, c'est-à-dire 2 axes, c'est monter, descendre, gauche et droite, mais à plat. Hein. Voilà, je vous expliquerai tout à l'heure la différence du 2 axes et ce qu'on appelle maintenant les avions à 3 axes. Justement, on arrive ici à ce monsieur qui sort en 1905, c'est Robert Eno Pelterie, alors qui lui a inventé le manche à balai et les ailerons des avions. Donc je m'en vais vous faire une petite démonstration ici. On va déjà voir son appareil. Voilà, c'était son invention. Oui, tous ces inventeurs bricolaient dans les motos, dans les vélos, dans les machins, dans les trucs. Et voilà, ben, donc lui, ce monsieur Pelterie, il a inventé aussi le moteur en étoile. Voilà, donc ça c'est un de ses dessins, c'est un des premiers moteurs en étoile. Il y en a eu d'autres ici. Si je reviens juste en arrière, voilà les moteurs en étoile qui notamment après ont beaucoup été utilisés dans l'aviation, hein, le moteur en étoile. Donc il avait inventé le manche à balai parce que les manches à balai à l'époque c'était un petit peu que ça, vous voyez, une espèce de truc où il tournait, on promenait le chien avec, vous voyez, c'est un petit volant, mais bon. Lui, alors il a inventé le manche à balai, vous voyez ici le manche à balai, je vous le montre. Hein. Voilà, ensuite, toujours le manche à balai, vous savez ça, donc ça combinait grâce aux ailerons, hein, donc je vous montrerai assez.
Voilà, le manche à balai, il n'y en a plus. Là, c'est un petit joystick ici. C'est un Airbus 320. Oui, un Airbus 320, oui. Manche à balai, ici, il y en a deux. On a deux manches à balai pour le F-35 américain. C'est un des derniers chasseurs américains. Donc maintenant, on est passé carrément au joystick, hein, voilà, aux jouets, quoi. Ça devient des jouets. Ça, c'est moi, aux commandes de mon Airbus. Hein. Toujours, vous voyez, il y a aussi un petit joystick sur la gauche. Manche d'hélicoptère. Manche à balai d'hélicoptère, je vais vous le montrer un petit peu plus grand, et il est là, vous voyez. Et sur la droite ou sur la gauche, tout dépend de quel côté on se met, on a le pas pour régler le pas de l'hélice, le pas des pales, quoi. Donc, hein, c'est un autre manche, mais qu'on tire vers le haut pour monter, puis qu'on descend pour descendre. Ben voilà, ça c'est moi quand je promenais mes touristes sur les chutes du Niagara avec mon hélico, hein, bien. Voilà les ailerons. Alors je vais vous montrer, agrandir un petit peu. Voilà l'aileron, les premiers ailerons sur un caudron. Ils étaient là. Hein. Ensuite, les ailerons vont se mettre sur les ailes principales. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, voilà une aile. Donc, vous avez le bord d'attaque ici, vous avez le bord de fuite derrière et tout un tas d'ailerons. Donc, ici devant, je vais vous montrer sur l'image suivante. Voilà, par exemple, à l'atterrissage, on augmente la courbure de l'aile. Je vous montrerai tout à l'heure comment est faite une aile. Donc, ici, vous avez donc le bord d'attaque qui avance et les bords de fuite qui descendent. Donc, tous les ailerons ici, si vous voulez, on part d'une aile qui est comme ça, à peu près, pour faire une aile qui vient comme ça. Ça augmente la portance à basse vitesse. Hein. Donc pour le décollage et l'atterrissage, on sort les volets à environ 15 degrés, 30 degrés. Là, ils sont sortis au maximum, hein, parce que c'est un avion très très lourd. Et ça augmente la portance. Voilà. Donc ici, vous avez tous les volets. Ici devant, vous aurez les aérofreins, et au milieu, ici par exemple, tout au bout là-bas, ce sera le volet principal, ce qui fera tourner l'avion. Je vous montre avec la main, le volet permettront de faire ça. Donc ils vont tourner comme ça, ils pourront faire de l'acrobatie, enfin bref, je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà, donc ici vous avez le bord de fuite qui est descendu, de 15 degrés à peu près. L'aileron, il est tout au bout ici pour le moment, comme on est à l'atterrissage, il est tout à plat. Ici, vous avez les aérofreins, qui s'appellent aussi les flaps. Donc, ça sert en même temps à freiner l'avion, en plus avec le reverse des réacteurs. Donc, on dévie le souffle des réacteurs vers l'avant ou sur le côté. Et si vous avez déjà été en avion, vous avez remarqué que le freinage est assez spectaculaire quand on est en avion, hein, autant que le décollage. Alors, voilà le profil d'une aile. Comment ça marche, pourquoi un avion vole. L'air s'écoule beaucoup plus rapidement sur le dessus de l'aile, ce qui provoque une portance, qui provoque une aspiration vers le haut. Et c'est pour ça que l'avion, en fait, il tient en l'air. Hein. Parce que l'air arrive ici beaucoup plus rapidement, vous voyez, ça tâche les couches, ça fait une dépression qui aspire vers le haut l'avion. Hein. Je crois qu'on peut le voir après plus loin un petit peu. Alors voilà, à l'arrêt, là, cette fois c'est un A300, celui-ci, on voit très très bien je vais agrandir un petit peu pour vous montrer ça, voilà. Donc, le bord d'attaque qui vient sur l'avant, le bord de fuite qui descend grâce à ces saumons là qui retiennent les flaps derrière, les ailerons. L'aileron est tout au bout de l'aile ici, mais bon, ce qui fait vraiment, vous voyez, une courbure très très forte, donc qui augmente encore la portance de l'appareil, hein, donc à basse vitesse. Bien. Alors, où est-ce qu'on est ici? Bien, là. J'ai plus la suite, alors. Ah, j'ai plus la suite, dis donc. Alors, attendez, on va essayer de retrouver ça. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? On était par là. Oui, alors bon, je vais le prendre ici. Voilà l'aileron. L'aileron comme je vous parlais, hein, un des ailerons. Donc un descend, l'autre monte sur l'autre aile, ce qui fait que l'avion tourne. Voilà un schéma. Donc vous avez l'aérofrein qui en temps normal est plat, le volet qui descend,
avec le saumon qui tient ce volet, ça donne une aile qui est très courbée. Voilà, donc là on a refait ça, on avait vu, toujours la même chose, vous voyez là on a qu'un flap, les flaps sont sortis, les ailerons en bas, l'aileron de bout d'aile il est bien à plat. Voilà. Pourquoi les avions décollent toujours à quelques minutes d'intervalle? C'est parce que ça provoque, un avion qui au décollage provoque ce qu'on appelle une traînée de sillage, et ce qui peut provoquer des accidents si l'avion suit tout de suite immédiatement celui qui décolle, parce que là on a coloré l'air en rouge pour bien voir le sillage d'un avion, ce vortex comme on appelle ça, qui fait tourner l'air comme ça, et on serait très dangereux d'envoyer un avion tout de suite derrière, donc on le fait décoller avec quelques minutes d'attente. Je vous ai mis mon fifi ici pour vous montrer le bout de ses ailes, les rémiges ici, qui ont été adoptées maintenant, si on regarde, par l'aviation. Non, ça c'est pas encore lui, il est là, voilà. On a rajouté au bout des ailes des winglets, en prenant exemple sur les oiseaux. On s'est rendu compte que ça diminuait la traînée au bout des ailes, les perturbations, et ça évitait les vibrations des ailes, et surtout ça baisse un peu la consommation de l'appareil. Donc cette chose-là s'appelle un winglet qui se trouve au bout de l'aile des avions. Alors nous avons ici, oui, j'ai loupé, voilà, Albert Santos Dumont, un Brésilien, c'est le premier pilote à avoir eu un brevet français de ballon et d'avion. Voilà, et ici c'est son appareil, vous voyez, le ballon, il a tourné autour de la tour Eiffel, mais j'ai des fois des problèmes avec ce truc-là. Il veut pas. Voilà son avion, peut-être 14 bis, vous remarquerez qu'il est à l'envers par rapport aux avions d'aujourd'hui. Mais c'était les premiers appareils, ça volait comme ça. Voilà. Ensuite, on a, voilà, ça c'est sa demoiselle, c'est là-dessus qu'il a volé au début. Hein. Voilà. Henri Farman sur Dédalus. Alors, tenez-vous bien, lui, il a battu le record de vitesse en 1907 à 52,7 km/h. Voilà. Mais il a fait aussi le premier vol en circuit fermé. Henri Blériot, en 1909. Je vais vous l'agrandir un petit peu, vous voyez qu'il était la belle moustache. Hein. Voilà, belle moustache. Henri Blériot. Sur son Blériot 7 d'abord, qui était aussi à l'envers, il avait le devant de l'avion, et ici, je vais l'agrandir un petit peu pour vous montrer, comme ça. Là, le devant de l'avion, l'arrière, il avait une hélice à l'arrière, enfin, c'était très rudimentaire. C'était son premier avion, ensuite il a fait quelques modèles. Son Blériot 7, donc vous voyez, il n'avait pas encore de manche à balai, mais il avait une espèce de volant, là, qui a après été amélioré puisqu'il a aussi pris le manche à balai. Voilà son Blériot. C'est un Blériot 11. Énormément de pilotes ont utilisé cet appareil parce qu'il était assez sûr. Donc il a traversé en 1909 la Manche de Calais à Douvres en 37 minutes à 57 km/h. Voilà. Ensuite, on a en 1910 Henri Aron. Non, pardon, qu'est-ce que je dis? Non, c'est Ernest Fayouba, un de nos pilotes suisses, vous voyez, là, avec son manche à balai spécial. C'est le premier pilote suisse qui a fait de Avenches à Payerne, environ 16 km, avec un Blériot 11. Hein, il a obtenu le brevet numéro 001 en Suisse. Ernest Fayouba. Ensuite, oui, c'est toujours celui-là. Hein. Alors, là, ensuite, on a en 1910 toujours, Georges Favez d'Artnel, dit Géo Chavez. Il a fait croire, voulait traverser les Alpes en faisant croire sur les Alpes. Voilà, avec son Blériot 11, malheureusement, il s'est écrasé à Domodossola. Voilà, Chavez, hein. En 1910, Henri Armand Dufaux, il a fait Villeneuve-Bellerive, donc il a traversé le lac Léman. On ne veut pas dire le lac Léman, parce que Léman, ça veut dire lac. Donc il a traversé le Léman sur 38 km. Est-ce que je le trouve ici? Non, sur 80 km de large, hein, voilà.
Villeneuve-Belle-Rive. Et il a fait ensuite, sur la longueur du lac, sur 72 km de Noville à Genève, à peu près Genève, en 6h41, sur son caudron. 1910 toujours, Henri Fabre, ça a été un des premiers à faire des hydravions sur l'étang de Berre. L'étang de Berre était une base d'hydravions de l'ATCOR à l'époque. Hein. Ça a été le premier à voler. Voilà, c'est une photo d'époque. Hein. Toujours sur un Blériot 11. René Grandjean, en Suisse, il a traversé le lac de Neuchâtel sur 8 km de large, mais il est parti de Planaise, Colombie, à peu près où j'habite, là, il y a un aérodrome. Il est parti de Planaise et il est allé sur Port-Alban. À Milac, il est tombé en panne. Donc voilà, son appareil, toujours en Blériot 11 modifié avec des flotteurs. À Milac, il est tombé en panne de moteur, il a pu jouer avec le vent, avec le joran, et puis il a quand même fini la traversée, ce qui est un redoutable exploit. Hein. Voilà, ça c'était son appareil. Alors lui, Franz Reichelt, il a voulu essayer le parachute de Léonard de Vinci en sautant de la tour Eiffel. Hein. Évidemment, c'était un couturier, un tailleur, il s'était fabriqué une espèce de truc de voile, machin, truc. Évidemment, ça n'a pas marché, il a sauté, il s'est écrasé lamentablement comme une beuse. Franz Reichelt en 1912. Hein. Voilà. 1913, Oscar Bider, il a fait Berne-Milan, mais lui, cette fois, il a réussi le passage par les Alpes, hein, il a réussi, vous voyez, sur un Blériot 11 à biplace. Voilà, donc il a fait Berne-Milan, escale à Domodossola, et puis ensuite il a fait Pau-Madrid, en passant par-dessus les Pyrénées, hein, avec un Blériot biplace. Notre ami Roland Garros, qui n'est pas un tennisman évidemment, hein, mais lui c'est le premier qui a traversé la Méditerranée, donc il a fait 730 km en 7h58. Il est parti de Bizerte, non, il est parti de Fréjus, et il a été jusqu'à Bizerte en Tunisie. Ensuite, après, il a ouvert les voies de l'aéropostale en Amérique du Sud. Donc voilà son appareil, c'est un Morane, modèle S. Voilà, donc Roland Garros. Célestin Adolphe Pégout. Alors lui, Pégout, il n'a pas vécu bien longtemps, je vous expliquerai tout à l'heure, on va s'arrêter là parce on s'arrête en 1913. Ça a été le premier à sauter en parachute. Donc il a sacrifié son Blériot 11, hein, mais il s'est rendu compte, ça a été le premier à voler sur le dos aussi, hein, et il s'est rendu compte en sautant de l'avion, que son avion, le Blériot 11, faisait des figures très très rigolotes, hein. Et ça a été le premier à inventer le looping, enfin un des premiers, parce qu'il y a eu un russe aussi qui s'appelait Piotr Nikolaïevitch Nesterov, sur un Newport, qui a aussi inventé voilà, donc ça c'est ce russe. Les deux, on ne sait pas vraiment qui des deux a fait le premier looping, mais enfin, ils ont inventé la voltige aérienne, hein, voilà. Bien. Eh bien voilà, ça sonne, j'avais bien pensé à ça, je vais arrêter avant qu'on soit coupé. Et je vous souhaite à mon vilain petit peuple, une bonne suite de confinement, bien que ça commence à... Mais méfiez-vous, hein, parce qu'il n'est pas encore mort ce satané virus. Par contre, le mien, le virus Avium volant, qui est devenu maintenant, par la force des choses, Avium silet musa, c'est-à-dire les oiseaux ne chantent plus et les avions non plus. Parce que, voilà, c'est comme ça. Et bien, je vais quand même vous montrer que j'étais là. Voilà. Au revoir, messieurs, dames. Et puis, merci d'avoir écouté. Puis, allez vous renseigner si jamais... sur tous ces aviateurs, parce que l'histoire en elle-même est très intéressante. La prochaine, ce sera à partir de 1914 jusqu'à la guerre 39. Au revoir, mesdames, soyez sages, sortez couverts du haut.